Le réveil sonne il y a 40 minutes et j'étais toujours couché dans mon lit. Fixons le plafond au but. Il faut me lever, aller à la cuisine, préparer le petit déjeuner. Mais je ne trouve aucune force. Je reste immobile jusqu'à ce que les portes de chambre s'entr'ouvrent avec un léger grincement. Des paix timides résonnent sur le tapis. Le matelas s'affaisse. Pas peux-tu te réveiller? J'ai faim. Je tourne lentement la tête vers la gauche. Une masse de cheveux au-dessus de moi. Je force un sourire. Aurait tout mon soleil que je me lève tout de suite. Veux te laver en attendant. Mes filles d'Agenir sautent joyeusement du lit de cours vers la salle de bain. Frappe bruyamment le sol de ses talons nus. Je me force à nouveau et me lever, me sentant comme un vieux vampire sorti d'un sommeil millénaire. Je n'ai pas tiré les rideaux. La lumière du soleil m'irrite depuis quelque temps. Enfile mon pantalon, je traîne lourdement vers le couloir. Chaque peu me fait tendu comme sur un bateau. Descendre l'escalier grinçant, je glisse comme une ombre sur le perron. Grimace de douleur et me recroqueville sous les rayons aveuglants. Je n'ai aucune envie de sortir, mais je dois le faire. Je dois faire le tour de les propriétaires. L'inspecter attentivement trouvé un cadeau entre guillemets. Depuis notre déménagement à la campagne, quelqu'un a pris l'habitude de laisser de petits animaux morts sur notre terrain. Cette semaine, il y a eu 2 écureuils à spermophiles. Au début, je pensais que c'était le chef du village qui nous apportait ses proies. Mais quand j'ai trouvé le cadavre d'un renard près du perron, j'ai eu des doutes. Peut-être qu'un chien fait ça. Maintenant, chaque matin, je suis obligé de faire le tour. Je ne veux pas que je ne tombe sur un animal au cou brisé. Après avoir fait le tour de les maisons, je n'ai trouvé aucun nouveau cadavre. D'habitude, ils sont déposés bien vus. Le soir, je laisse un bol de lait, quelques morceaux de viande crue sur le perron. Il faut bien remercier pour les cadeaux. Le matin, il ne reste aucune trace de viande crue, de lait bu jusqu'à la dernière goutte. De retour dans la maison, je me cogne contre mon reflet dans le miroir poussiéreux de l'entrée. Mes pâleurs et mes maigreurs effrayantes me donnent vraiment l'air d'un vampire. Un 6 mois seulement, je me suis transformé seul. D'abord, le parc meurt dans un terrible accident. Les voitures ont dérapé sur une route glissante et fait plusieurs tonneaux avant de tomber dans un ravin, le morgue. J'ai failli perdre connaissance en essayant de reconnaître dans ces corps des figures mon père et ma mère adorée. Une petite sœur gravement blessée est hospitalisée. Les médecins ont dû lui amputer les 2 jambes au-dessus des genoux. J'ai pratiquement vécu à l'hôpital tout occupant d'elle apprenant comment prendre soin d'une patientalité. Un mois après la mort de nos parents, elle aussi nous a quittés. Son corps ne peut tenu. Peu après les funérailles de monsieur, j'ai remarqué que notre femme était devenue irritable. Froide envers moi, envers elle-même. Je pensais que c'était la cause du choc nerveux qu'elle souffrait tellement pour une famille. J'ai promis d'emmener des filles et les mères c'était pour qu'on se remette de la tragédie. Mais en réalité, le réseau était autre. Valérie, le professeur de judo de Genia. Pendant que j'étais à l'hôpital auprès de mes surcoûts au travail, Cassia confiait notre fille à n'importe qui pour pouvoir passer du temps seul avec son amant. Je n'y croyais pas. Je pensais c'était radol jusqu'à ce qu'on me montre des photos de Cassia enlacée avec un type musclé. Bien sûr, il y a eu un scandale des crises d'hystérie de la part de mes femmes. Des supplications pour que je le pardonne, des promesses d'arrêter de le voir. Des menaces de se suicider si je l'ai quitté. J'étais un idiot. Je lui ai donné une 2e chance, puis une 3e, une 4e. J'ai enduré tout jusqu'au jour où je suis rentré plus tôt du travail et je les ai surpris. Et les califourchons sur Valérie dans notre lit. Je n'ai pas fait d'escandre. À quoi est bon? J'ai simplement commencé à rassembler mes affaires en silence. Valérie fuit comme un lâche de Cassio fut une nouvelle crise. Je m'en fichais, alors que moitié mieux. Elle s'estissait sur l'appui de la fenêtre ouverte et hurlait qu'elle allait se jeter. Elle exigeait que je reste, que je les pardonne. J'ai essayé de les convaincre que je ne laisserais pas jaunir, que je les aiderais toujours. J'ai dit que Cassio était libre, qu'elle pouvait sortir avec qui elle voulait de droite à gauche. Moi, elle n'avait pas besoin de moi. Mais elle hurlait avec obstination et à un moment son pied a glissé. Elle tombait dans le vide de son peignoir de ce flottant du 7e étage. Lors de ses funérailles, Valérie lui cassait la figure et m'accusait de la mort de sa maîtresse. On m'a conseillé de porter plainte contre lui. J'ai refusé. Trop de tracas. Le 40e jour que les familles et les amis de Cassia se sont réunis dans un café de Valérie. Venu sans invitation, me plaquer au sol. Il s'est enfui rapidement et j'ai demandé de ne pas appeler la police. J'avais déjà assez communiqué avec lui. Agio justice contre ce Valérie était au-dessus de mes forces. J'étais écrasé après cette série de funérailles comme une flaque informe étalée sur l'asphalte. Je ne voulais que la paix. Peu après le 40e jour de Genia et moi avons déménagé à la campagne. Dans la maison de mes parents et de monsieur, je ne pouvais plus rester dans l'appartement où Cassia était morte. Mon patron a compris mon état accordé à mon conjoint puis me mis en télétravail. Bien sûr, dans cette maison, tant de choses rappellent une famille, c'est aussi difficile. Mais au moins, je ne sens plus l'odeur de son parfum de chaque coin. Je ne vois plus son fantôme tomber lentement chaque fois que j'ouvre la porte de la chambre. La maison à 2 étages de mes parents est à Châle. Elle perche sur une colline d'où on voit tout le village. Mes parents me l'ont acheté il y a 4 ans. Ils n'ont pas le temps d'y vivre vraiment. Quand je suis venu pour les premières fois, elle me parut sombre à cause des briques foncées du toit noir. Je me souviens avoir plaisanté en disant qu'elle était hantée. Oui, maintenant elle est. C'est moi qui y vis. Mes belles-mères et mon beau-père m'ont plusieurs fois proposé de vivre chez eux, mais j'y refuse.
prétextant que l'air pur de la campagne était bon pour Genia. Et puis je ne supporte les regards accusateurs des parts de Cassia. Ils ne disent rien, mais leurs yeux brûlants disent long. Des odeurs de bacon grillé flottent dans les cuisines. Je m'assois sur les tables en face de mes filles. Je les regarde dévorer avec appétit une omelette avec des toasts. Monte une tasse de café fort me suffit. Depuis longtemps ta nourriture ne passe plus. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Demande joyeusement de fille. Je ne sais peu, répond-je d'une voix terre, essayant de sourire chaleureusement. Les muscles de mon visage semblent atrophiés. Qu'est-ce que tu veux faire? Allons faire un pique-nique. Tu l'avais promis avec des sandwichs. D'accord, j'acquiesce lentement. Je travaillerai un peu puis on ira. Mes filles poussent un petit cri de joie et t'applaudit. Mon cœur se réchauffe un peu voyant mon enfant heureuse pour si peu. Le simple Johnny a déjà connu beaucoup de malheurs. Après le petit déjeuner, elle court dans les cours. Joue sur l'aire de jeu construite spécialement pour elle par son grand-père. Les enfants du village commencent aussi à venir chez nous pour y jouer. Je n'y vois aucun inconvénient. L'important c'est que les filles aient des contacts et qu'on ne les blesse pas. Je ne les laisse pas entrer dans la maison et je ne vous montre pas. Je laisse des sucreries pour eux sur le seuil. Parfois des merveillettes prétendument pour surveiller les enfants. Mais en réalité pour fourrer leur nez curieux dans les maisons. Je les ai conduits polimeux du mieux que je peux. Après 2 heures de travail dont le moitié passé d'observer les filles par la fenêtre. J'éteins l'ordinateur et descends à la cuisine préparer les sandwichs. Je n'ai aucune envie de bouger et si elle veut un pique-nique, je le forcerai de sortir. Juste pour les voir heureuses. Aujourd'hui, il fait venteux. Alors nous nous habillons plus chaudement et partons vers les denses murailles de la forêt. Seulement 1 kilomètre de notre maison, nous nous installons sur une couverture à l'ombre oscillante des arbres. Le vent souffle par rafales dans les cypres agitant les branches touffées. Soulevant des boucles blancs de genoux semblables à celles de sa mère. Tu as ce prix du jeu, papa? Demande une fille à faire, fouillons dans le panier de pique-nique. Elle mâche déjà rassemble le saucisson au fromage fondu de la joue droite tachée. Après lui avoir essuyé son visage satisfait, je trouve une petite bouteille de jus. Pour moi, je prends un terme de thé. Oublie ça, nouveau je main dans le panier et je touche soudain quelque chose de dur, de bruisse. Presque piquant. Je l'attrape avec les 2 et sort une chose étrange, une petite poupée très sur paille. Ligature et de fils rouges, un de ses bras plus épais que l'autre. Une jupe bizarre dépasse de tous les sens. C'est cette marouche qui me le fait te déjeuner avec fierté me prenant les poupées. Elle est belle? Eh bien, je hoche les épaules avec embarras. Une réponse ne plaît clairement pas, les filles. Vex qu'elle gonfle les lèvres et serre les poupées contre sa poitrine. Au lieu de m'excuser, je demande marouche que c'est qui? Mon ami. Johnny me regarde comme si j'étais un idiot. Comment tu peux ne pas savoir une chose aussi simple? Je t'ai déjà parlé d'elle. Tu as oublié? Tu as beaucoup d'amis maintenant. Marouche, c'est la quête, petite brune. Non, Marouchka grande et pâle. Elle vit là-bas. Johnny pointe du doigt des boules aux élancés. Tu veux dire Marouchka vit dans la forêt? C'est juste l'imagination de 2 filles. Moi aussi, enfin, j'inventais plein de choses. Après avoir passé 1 heure à ce petit pique-nique pour retrouver les maisons, j'installe mes filles devant la télévision et je monte dans ma chambre. Entendre mon téléphone sonner sur la table de nuit. Et te seul me sonne que c'est un appel vidéo de des belles-mères et de mon beau-père. Je fais la grimace en le prenant. Ce n'est plus que je ne veuille pas leur parler. J'ai envie de parler à personne, surtout qu'un visio. Mais les grands-mères et le grand-père veulent voir leur petite fille. Puisqu'ils ne peuvent pas venir nous voir pour l'instant. Soupir lourdement, je réponds à l'appel. Et l'écran apparaissent les visages rondés par de Cassia. Mon Dieu, Sergueï, s'exclament d'abord les belles-mères. De qui tu ressembles? Un squelette. On dirait que tu t'es échappé d'un camp. Tu manges au moins quelque chose? Oui. Je réponds brièvement, descendre l'escalier. Attendez 1 minute, je vais chercher Johnny. Le beau-père semble vouloir dire quelque chose, mais j'appelle mes filles d'autre voix. Johnny parle longtemps avec sa grand-mère et son grand-père. Moi, je reste assis derrière la table, le hors du cadre et je m'étais. Parfois, je réponds par monosyllabe quand on me pose une question. Bon, t'es bientôt, Johnny. On se voit bientôt. Le grand-mère fait un signe de main à sa petite fille. Je tends main vers le téléphone prêt, raccroche, mais la belle-mère m'arrête. Attends, Sergueï, voulait te parler. Réprime-moi un soupir triste et j'acquiesce sombrement. Laissez les filles dans le salon, je passe dans sa chambre de celle qui appartenait autrefois, bien sûr. Et je ferme soigneusement la porte derrière moi. Écoute, Sergueï, il y a un problème. Le beau Pierre ajuste ses moustaches et tout saute. Je me crispe immédiatement en regardant l'écran de mon smartphone avec méfiance. Chaque fois que le beau-père et les belles-mères appellent ou viennent. J'ai peur qu'ils annoncent leur intention de le prendre en filles. Ils n'ont encore donné aucune raison d'y croire, mais épeurez-le. Valoré passe et pouvoir et sa mère continue le grand-père de Johnny. Il cesse de jeter à genoux de pleurer, demandant pardon de ne pas avoir protégé Cassia de toi. Il prétend que si elle t'avait quitté plus tôt, elle ne se serait pas jetée par la fenêtre. On a eu du mal à le faire sortir. On a dû menacer d'appeler la police. Sergueï dit tristement, les belles-mères tordant ses doigts. Peut-être que toi, Johnny, pourrait te venir vivre chez lui, ne serait-ce que temporairement. Le temps que ce psychopathe se calme, il connaît parfaitement votre adresse. Ici, il aurait du mal à nous trouver. Peut-être as-tu raison. Le beau-père hoche la tête sombre. Mais soyez prudent. Ne quitte pas Johnny des yeux, ne te promène peu seul dans de villages le soir. Bon, très bientôt. Les conversations se terminent. Je reste longtemps assis dans la chambre de Véfil, de visage caché dans mes mains. Jusqu'à ce que Johnny rentre doucement et m'enlace en silence par les épaules. Elle est si petite.
mais elle comprend parfaitement à quel point ses appels ou ses rencontres avec ses grands-parents me rendent malade. Tard dans le soir, tout comme souvent après avoir parlé à la famille, je n'arrive pas à dormir. Je couche une fille après lui avoir lu une histoire et je suis sorti dans les cours. Assis sur le haut perron, je fixe au but les lumières du village au contrebas. J'écoute le cri d'un oiseau nocturne venant de la forêt de grésillement des criquets dans l'herbe. Au-dessus de ma tête, une multitude d'étoiles. On ne voit pas Saint-Ville. Une fois que nous étions tous assis dans les cours de famille pour étudier les constellations. Je n'y riais. Avant, elle riait beaucoup. Parfois, la nuit était que le cauchemar ne me tourmente pas. Il me semble l'entendre rire clairement. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être sentant quelque chose, je tourne la tête vers la gauche. Là se dessine à peine la silhouette sombre de la forêt. Contre cette toile de fond derrière la clôture botte se tient une tache blanche floue. Elle semble légèrement osciller. Je plisse les yeux, je me concentre. Au lieu que quelqu'un se tient près de la clôture. Et qu'est l'idée de venir ici pratiquement pleine nuit? Les craintes de mon beau-père et de ma belle-mère concernant Valorant me reviennent en mémoire. Mais ce ne peut pas être lui. Il ne resterait pas silencieux qu'il courait vers moi autour de le frappant. Bonsoir. Vous voulez quelque chose? Personne ne me répond, mais quelqu'un s'approche de la clôture faisant doucement bruisser l'herbe. M'appuyant d'une main au mur de la maison, je me lève péniblement. Dans les contours flous de l'obscurité, je distingue avec difficulté une jeune fille. Elle porte une longue robe ample. Ses cheveux dénoués tombent jusqu'à sa taille. Sur sa tête, quelque chose d'étrange, comme une couronne peut-être. Bien sûr, une autre fille décide de faire les connaissances du jeu de mystérieux des veufs. Celle-ci soit particulièrement timide, soit au contraire audacieuse. Pourquoi venir me voir la nuit? En me tenant mieux, je descends du perron pour demander à la jeune fille de rentrer chez elle. La faiblesse me fait vaciller. Je trébuche maladroitement sur le côté, m'agrippe à la porte-bonde de métal dans le cours. La jeune fille pousse un petit cri aigu, se couvre le visage de ses mains, éclate d'un rire clair. Presse enfantin, tu veux réveiller le jeunier. À peine ai-je ouvert la bouche pour lui demander de ne pas faire de bruit qu'elle s'élance soudain. Cours rive vers la forêt. Je reste fiche de tes bouches ouvertes. La jeune fille atteint la lisière pour moins d'une minute. Sa silhouette blanche disparaît entre les arbres et son rire résonne encore en écho. Comment a-t-elle pu courir si vite? Une athlète? Et pourquoi est-elle partie dans la forêt pleine nuit? C'était Marouchka. Je sursaute de peur que ma grippette porte de main libre. Je n'avais pas remarqué que je n'ai plus pyjama était sorti sur le perron moitié endormi. Tu as fait ses connaissances, papa? Demande mes filles en se frottant les yeux ensommeillés. Marouchka, je répète avec hésitation, te regarde à nouveau les arbres noirs au loin. Donc ce n'est pas une petite fille à l'imagination fertile. Il y a vraiment une fille qui vit dans la forêt. Un frisson de parcours. Mais je te l'ai déjà dit. S'exclame me fille vérité des petits poings sur les hanches. Marouchka est ma meilleure amie. Elle t'apporte des cadeaux et toi tu les jettes. Les mots de Geniel me glacent le dos. Donc ce n'est qu'un chien de village au grand cul de une fille? Elle tue des animaux et les dépose chez nous? Quel cauchemar. Non, je ne veux pas que mes filles parlent à une sadique. Geniel, est-ce que je peux te demander de ne plus parler de cette Marouchka? Pourquoi? Les fillettes tapent du pied s'énerver. Marouchka est gentille. Elle apporte des cadeaux. On lui plaît. D'accord, je vais vous présenter, elle te plaît elle aussi? Bon, j'accepte et puis pour éviter que Genial se mette à pleurer. Quand ton ami reviendra, tu m'appelles tout de suite. D'accord. Le matin, je me réveille avant que le réveil ne sonne. Une épaisse brume enveloppe notre colline, cachant presque tout le village. On ne distingue que quelques toiles comme noyées d'une rivière blanche. Comme mon habitude, je fais le tour du terrain, me blottissant de mon souhait contre le froid. Je trouve une belette morte dans un coin de la maison. Sa gueule est entrouverte. De fourmis rampent sur ses yeux vitreux et ses dents. Cette découverte ne m'inspire ni pitié ni dégoût, rien du tout. J'ai vu des cadavres bien plus horribles. Je ramasse le petit corps bleu de four dans un sac en plastique bleu. Je sors du bac près de la clôture un sac poubelle rempli et rebord. J'invoque Genial de se réveiller. Je descends les colis avec tout ce jusqu'aux conteneurs spéciaux près de la route. Apparemment, le camion poubelle n'est pas encore passé. Je jette mes sacs avec les belettes mortes sur le tas d'ordures. Me frotte les mains sur mon pantalon, fait demi-tour. Juste devant moi qu'une silhouette sombre informe émerge soudain de les brumes. Fiv, tu m'as fait peur. Le figure effrayante enlève ses capuches, révèle un vieux bonhomme large imperméable. Mon cœur peut tout rompre. Excusez-moi, dis-je incertain. Le vieux s'arrête, il regarde par-dessus son épaule avec méfiance. Je vis ici depuis peu, dans la maison sur la colline. Vous ne connaîtrez par hasard une jeune fille nommée Marouchka qui vit dans la forêt? Dans la forêt? Ses sourcils broussailleux montent sur son front. Personne ne vit dans notre forêt. Pourquoi? Et dire mes filles dit qu'elle est une amie de Marouchka qui vit dans la forêt. En disant cela, je me sens complètement idiot. Je l'ai vue hier soir près de chez moi. Elle porte une longue robe blanche et une couronne sur la tête. Puis elle est courue vite dans la forêt. Étonnamment, le vieux ne répète moi ni ne me regarde comme un fou. Au contraire, il me fixe très sérieusement. Il réfléchit un moment, mâchouille ses lèvres ridées et me menace du doigt. Ce n'est pas une fille. C'est une créature maléfique, une masque fume qui mord tout pire, une pire. Fais attention qu'elle n'ait même pas tes filles dans la forêt. Sérieusement? Le vieux a décidé de me raconter des histoires d'enfants pour m'effrayer. En même temps, il fait partie de cette vieille génération de villageois qui croient encore toutes sortes de phénomènes surnaturels. Je ne fais que sourire amèrement, répond et promet de me tenir éloigné de cette visiteuse.
Nocturne, le vieux me conseillait partant de répandre du sel autour de les maisons, ouvrir comme si je n'avais des sacs entiers. Les journées avec mes filles se passent comme d'habitude. Elles jouent dans les cours avec les enfants du coin. Je travaille péniblement quelques heures sur l'ordinateur. Avouez, je finissais bien plus vite, mais maintenant j'ai du mal à réfléchir. Peut-être à cause de tout ce que j'ai vécu, peut-être parce que je suis au régime. Entre guillemets, à 15 heures, une forte pluie sable et dure jusqu'au soir. Nous passons donc le reste de la journée à la maison. À cause du mauvais temps, Johnny devient somnolente et se couche plus tôt que d'habitude. Moi que je me rassois devant l'ordinateur pour regarder une longue série que je n'arrive pas à finir. Papé, à travers mon sommeil, j'entends une voix chuchotante. Je sens faiblement que je suis dans une position très inconfortable. Mon cou me fait mal. Je me réveille complètement quand de petits doigts agrippent mes narines. Je sursaute et réalise que je me suis endormi à la table. L'épisode semble terminé depuis longtemps. L'horloge au bas de l'écran indique 1h du matin. Devant qu'une énorme lune brille. Mes filles se tient devant moi dans son pyjama préféré, passe d'un pied sur l'autre. Encore une fois, elle court pied elle va attraper froid. Papa, dans la lumière de l'écran, ses yeux brillent d'une étrange joie. Marouchka, elle. D'habitude, faut court dans le champ de la nuit, mais aujourd'hui, je l'ai invité à la maison. Je cligne lentement des yeux peinés par les mots de mes filles. Je secoue la tête pour chasser les restes de sommeil. Des frissons glacés me parcourent les bras jusque mon cou engourdi. Elle roule cette folie dans notre maison. C'est alors que je remarque dans les mains de deux filles une poupée très sur paille. Pas celle que j'avais trouvée dans le panier. Celle-ci est ligaturée de fils bleutés au lieu d'une jupe, elle a des jambes tordues. Et je réalise avec retard que les cheveux rebelles de Johnny sont tressés en deux nattes soignées. Avec les rubans rouges. Mon Dieu, cette femme anormale touchait nos filles pendant que je ronflais. Les bouches ouvertes sur la table. Johnny me voix tremble de peur montante. Reste ici, ne me suis pas. Je vais aller saluer ton ami. Johnny bout des premières secondes mais se calme vite et accepte. Je me lève de la table, jette un rapide regard autour de l'épique. Espérant trouver quelque chose de lourd et solide pour chasser l'invité indésirable. Rien de convenable ne se présente. Prends au moins une chaise. Un marchepied bois grince longuement. Le son ressemble à un gémissement douloureux. Pendant une seconde, un silence épais s'installe dans la maison, puis on entre une voix inconnue. Douce et traînante. Elle appelle mes filles par son nom étirant les syllabes. C'est cette Marouchka qui est arrivée, dit joyeusement Johnny. Allons faire connaissance. Elle court vite vers la porte, mais j'ai le temps de l'attraper. De le prendre dans les brefs, de la serrer fort contre moi. Elle proteste vexée mais ne se débat pas. Je recule plus près de la fenêtre et vers la droite ou vers le bureau. J'allume la lampe de table et les dirigeant vers l'embrasure de la porte ouverte. Je jette un nouveau regard dans la chambre. Évaluerez-vous de retraite si cette Marouchka décide de faire un coup d'éclat. Depuis le couloir, les filles est à nouveau appelée de manière envoûtante. Accrochée à les épaules osseuses de Johnny se retourner. C'est comme si on me versait de l'eau glacée. Sous la lumière jaune de la lampe, de minces de blanches semblables des pattes d'araignée se pose sur le chambranle de la porte. Entre lui et montre quelque chose tombe avec un bruit sourd. Du sang chaud éclabousse mon visage atterrit sur ma langue avec un goût métallique. Chasse le voile trouble devant mes yeux, je vois la braise sectionne au coude. Et puis ensuite, l'impensable commence. Marouchka hurlante de rage se jette sur Valeur et hurle de douleur que cloue au mur de la maison. Puis le projette à travers toute la cour contre la clôture faisant trembler les planches. Ne laissant que l'homme s'échappe qu'elle se précipite sur lui. Le lance facilement contre le mur avec une telle force que les vitres de fenêtre teintent. Johnny Tollard court vers moi et m'enlace fermement par le col tremblant comme un château apeuré. Je la serre contre moi, recule vers les marches. Je lui couvre les oreilles avec mes mains pour qu'elle n'entende pas le son de ce massacre. Cauchemardesque, la créature de la forêt déchire Valeur et comme une poupée sans volonté. Elle saute sur lui et te frappe quelque part avec ses deux pattes. Feu étouffé Valeur sur une note aiguë. On entend un craquement dégoûteur comme des os arrachés du corps. Sous la lumière de la lune, je vois Marouchka tenir la jambe de ce victime. Les plis à un angle contre nature. L'arrachant de l'articulation de genou, la jetant sur le côté comme un objet inutile. Elle se penche vers le corps qui se convulse impuissamment. Valeur et de cri plus-il à l'aide de manière effrayante. Avec un grognement irritant, Marouchka serre sa tête entre ses mains. Les os du crâne craquent. Valeur a émis un son glouglou nauséeux. Marouchka jette quelque chose par-dessus son épaule et se l'atterrit près de mes pieds. Perdant les derniers restes de conscience enflammés par l'horreur. J'ai le temps de distinguer une mâchoire inférieure arrachée. Papé, lève-toi. Allez, papé, j'ouvre péniblement les yeux, voyant devant moi une masse de cheveux au désordre. J'ai la bouche horriblement sèche. Mon bonjour sort donc très indistinct. Cela amuse les filles qui éclatent d'un rire sonore. Papé, lève-toi, la grand-mère et le grand-père sont arrivés. Quelle heure est-il? Je tâtonne à l'aveugle sur la table de nuit pour trouver mon téléphone. Allume les crottes, vos grands les yeux surpris. Il est déjà 11 heures. J'ai oublié de remettre le réveil hier. On entend vraiment les voix de des belles-mères et de mon beau-père. Je vais les accueillir d'un genou que je descends tout de suite. Les filles parcourent avec des exclamations joyeuses que montent aussi vite que possible. J'enfile un pantalon tatchot. Je descends me frottant somnolent les épaules contre les murs et contre les chambranles. Je sors mécontent de la lumière vive du soleil. Le premier est de voir El beau-père avec un lourd sac sorti du coffre de sa voiture. Le tu ressemble à un zombie, s'exclame-t-il. Je souris faiblement sans joie. La belle-mère parle de quelque chose avec Johnny, pire que voyeux.
Elle s'interroge, joint les mains. Serdier, tu es enfin de ce qu'on peut se laisser aller comme ça? Tu as encore perdu du poids depuis notre dernière visite. Ce n'est rien, les vacances commencent. Je vais vous gaver. Et fais quoi ce que c'est? Après être passé par les portes avec 2 sacs. Le beau-père désigne d'Anochma, peut-être le mur de la maison sous les fenêtres. Il y a une tache semble être trace de son séché de Valora depuis 2 jours. J'avais complètement oublié de la nettoyer. C'est que c'est du son de l'oppression. Rien de grave. Dans le petit vestibule derrière Maud, on entend des pas précipités. Le grand-père de Genir s'arrête net et changeant de visage. Mes filles leur sourient malicieusement. Moi aussi, je n'ai pas pu retenir un sourire sincère. Je ne savais pas comment vous le dire. Greg, je vous présente cette Marouchka.